Notre voyage commence à 450 mètres d'altitude, sur le plateau de Langres, en Bourgogne, où la Seine prend sa source. Ici, le fleuve n'est encore qu'un ruisseau qui se faufile entre les pierres et les racines des arbres. 700 kilomètres de méandres séparent la source du fleuve de son exutoire, près du Havre, où il se jette dans la Manche. Le bassin versant de la Seine est une entité géographique importante qui couvre 75 000 km², soit 14% de la surface de la France, et compte 55 000 km de rivière. Le 28 janvier 1910, la Seine atteignait son niveau maximal, 8,62 m sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris. Le zouave du pont de l'Alma fut immergé jusqu'aux épaules. Il s'agit du plus important débordement connu depuis la crue de 1658. Les pluies diluviennes et les sols engorgés firent augmenter le niveau de l'eau en une dizaine de jours. Plusieurs villes situées au bord du fleuve furent inondées et endommagées. Pour prévenir les épidémies, le préfet Lépine ordonna l'évacuation des ordures directement dans le fleuve. Durant les 35 jours nécessaires à la décrue, les déchets se déposèrent sur les rives des communes en aval de la capitale. Afin de mieux gérer les crues de la Seine, l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac a été créé en 1969, ainsi que 4 lacs réservoirs en amont de Paris, contenant 8 000 millions de mètres cubes d'eau, pour permettre de contrôler le niveau de la Seine et de ses affluents. En hiver, ils préviennent des inondations, on parle d'écrêtement des crues. En été, ils maintiennent un niveau d'eau minimum, on parle de soutien d'étiage. Une fois la capitale dépassée, nous nous laissons dériver le long des méandres. Les berges urbanisées laissent peu à peu place aux coteaux boisés sur la rive droite. Sur la rive gauche, à côté du Gibouin, un bras mort de la Seine, les promeneurs longent le fleuve dans le domaine régional du Bout du Monde. Il est implanté sur les vestiges de l'ancienne plage de Paris, également surnommée le Petit Deauville. À 1 kilomètre dans les terres, une petite ville au plan radioconcentrique attise notre curiosité. Il s'agit d'Elisabethville, la station balnéaire patronnée par Élisabeth II de Belgique en 1927. Son accessibilité en train depuis Paris en fait un lieu de villégiature dominicale important. Une plage artificielle y a été aménagée, puis une piscine sur les berges en 1937. En juin 1946, 200 hectares aux portes d'Elisabethville furent acquis par l'entreprise Renault pour y construire une usine. Le projet inquiétait les habitants de la cité balnéaire. Les uns avaient peur que l'industrialisation ne tue le maraîchage ou que le paysage ne soit enlaidi. Les autres redoutaient que l'arrivée d'un électorat ouvrier ne modifie la couleur politique de la vallée de la Seine. L'architecte Bernard Zerfus fut sollicité pour le dessin de cette usine qui continue de servir de vitrine industrielle à toute la France. Le vaste édifice a été agrandi à 3 reprises, multipliant par 10 sa surface construite. En 1972, l'usine qui lançait la Renault R5 fêtait ses 20 ans. Elle était à son apogée. Son nombre d'employés était passé de 1700 à 21 000 et sa production était de près de 400 000 véhicules par an. Dans le même temps, la population d'Aubergenville avait été multipliée par 5 pour atteindre 10 000 habitants. Son passé de loisirs et de récréation tomba progressivement dans l'oubli. Désormais, Elisabethville n'est plus une cité de villégiature. Ce sont les salariés de l'immense usine voisine qui y habitent. Sur la rive droite, notre regard se pose sur les grands silos de la cimenterie de Guergenville. Elle appartient à Calcia, deuxième plus gros cimentier français. Le vacarme incessant du concasseur se fait entendre avant même d'en distinguer l'infrastructure. Les broyeurs sont en marche et laissent s'échapper des bruits sourds qui résonnent dans la vallée. Derrière ces infrastructures, nous distinguons également le four à clinker dont l'ultime cuisson a été accomplie en novembre dernier. Jeudi 27 juin 2019, une quarantaine de maires des Yvelines et du Val d'Oise se réunirent devant le ministère de l'Écologie pour protester contre le projet d'ouverture d'une nouvelle carrière dans le parc naturel régional du Vexin. Cette mobilisation des élus et habitants entraîna la suspension du projet d'extension de l'industriel. En 2020, s'ensuit l'annonce de la délocalisation de son siège vers Nanterre, ce qui fit chuter les emplois locaux. Pour les élus, les dommages faits à l'environnement n'étaient plus justifiés, la cimenterie devait se reconvertir. Jusqu'alors, elle acheminait le calcaire depuis la carrière via le tunnel souterrain de 2,5 km afin de produire le clinker nécessaire aux 600 000 tonnes de ciment annuel. Mais avec la mise à l'arrêt du four très énergivore, faute de matériaux, l'usine se convertit en centre de broyage. Aujourd'hui, le clinker est importé depuis des pays extérieurs à l'Europe, où la production est moins taxée qu'en France.
À l'empreinte carbone propre du matériau, il faut désormais ajouter celle du transport. L'industrie bruyante contraste avec le calme de l'île de Rangiport, un peu en aval. Ces 20 hectares sont majoritairement exploités par de l'agriculture intensive, qui profite de la qualité des terres alluvionnaires du lit de la Seine. L'unique construction de l'île est un hôtel-restaurant qui annonce un menu à 13,50 €. Il n'y a pas foule sur le parking, qui occupe toute la largeur de l'île. Seul un poids lourd immatriculé en Pologne a fait halte ici. Le 17 octobre 2017, l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir lançait une campagne d'alerte intitulée SOS pour dénoncer la contamination persistante des écosystèmes par les pesticides, essentiellement d'origine agricole. En effet, ces substances avaient été détectées dans la moitié des rivières françaises. En cause, la généralisation de l'agriculture intensive qui représente aujourd'hui 89% des parcelles agricoles en Seine-Aval. Mais en 2018, sous la pression de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, les préfectures déclassèrent des milliers de cours d'eau. De nombreuses terres furent alors libérées des réglementations liées à la loi sur l'eau. Les intrants chimiques de plus en plus répandus polluent la Seine par infiltration, mais également par ruissellement des eaux de pluie. En 2007, on notait déjà en Seine-Aval la présence de pesticides sur 91% des points de suivi de la qualité des cours d'eau et 59% pour les eaux souterraines. Ces conditions entraînent un renforcement du traitement de potabilisation et un surcoût qui devient non négligeable. Nous dépassons l'île et apercevons les 2 cheminées de l'usine de Porcheville qui se dessinent au loin dans la brume. Cette centrale thermique, qui ne fonctionne plus depuis 4 ans, produisait de l'électricité pour EDF. Cette centrale au fioul fut construite en 1968 et prend place à côté d'une première centrale à charbon. Du haut de leurs 220 mètres, ces cheminées restent un repère qui marque le paysage et l'esprit des habitants. Elles annoncent que nous nous approchons de Mantes-la-Jolie. Dimensionnées pour évacuer la fumée au-dessus des falaises de calcaire qui leur font face, leur avenir est aujourd'hui en question. Les 16 et 17 octobre 1973, les membres de l'OPEP décidèrent d'un embargo mondial sur le pétrole. La centrale de Porcheville, un projet à fort investissement incarnant la modernité, fut rapidement mise à mal. Son projet se limita alors à la régulation des pics de consommation de l'Île-de-France. Les 4 unités produisaient chacune 600 MW. Elles étaient les premières unités au monde d'une telle puissance. Le combustible permettant de les faire fonctionner était fourni par la raffinerie voisine de Gargenville. Les coûts élevés à cause des crises pétrolières et de la surcapacité de production de l'usine conduisirent à sa fermeture prématurée en 2017 alors qu'elle embauchait 200 employés. Depuis, les élus locaux, suspendus à la décision d'EDF, espèrent récupérer les terrains libérés pour y implanter des entreprises. Des dizaines de pylônes électriques subsistent encore et enjambent le fleuve avec leurs lignes à haute tension. Un quartier pavillonnaire se construit paisiblement en dessous, dans le grésillement électrique. Il jouxte le port autonome de Limay-Porcheville, géré par le réseau Aropa. Dans la darse du port se succèdent les barges, dont les conteneurs sont transférés sur des rails pour ensuite être redistribués par camion sur le territoire. Le 22 novembre 2019, Emmanuel Macron, en déplacement à Amiens, donna le feu vert officiel pour le lancement des travaux du canal Seine-Nord-Europe. Le projet, vieux de plusieurs décennies, fut enfin entériné. Ce canal de grand gabarit, reliant la Seine au réseau fluvial du nord de l'Europe à partir de Compiègne, devrait voir le jour en 2028. 106 km de long, 54 mètres de large et 4,5 de profondeur. Il nécessitera la réalisation d'une 60aine de ponts routiers et ferroviaires et de 7 écluses. À terme, il permettra la circulation de 15 millions de tonnes de marchandises par an, à bord de bateaux de 185 mètres de long, équivalent chacun à 220 camions. Ce chantier titanesque a été estimé à 4,7 milliards d'euros, cofinancé par l'État, l'Europe et les collectivités territoriales. Nous arrivons à Mantes-la-Jolie. Le bras de la Seine qui passe au nord de l'île l'Aumône et de l'île aux Dames est préservé du fret. Les 2 amorces du vieux pont en partie écroulé se font face, l'une à Mantes, l'autre à Limay. Au pied de ces vestiges se dresse un parcours de slalom de canoë-kayak installé par un club voisin.
100 mètres plus loin, nous passons sous le pont Neuf de Mantes. Une passerelle piétonne y est accolée sur la rive gauche depuis 2018. Quelques minutes plus tard, nous dépassons le port de plaisance de Limay. Une trentaine de personnes y habitent à l'année. Il faut compter 125 € par mois pour l'emplacement d'un petit bateau fluvial et le raccordement à l'eau potable et à l'électricité. Lundi 26 septembre 2016, une policière et un pompier plongèrent dans la Seine à Mantes-la-Jolie pour sauver un homme de la noyade. Il avait sauté du pont de Limay pour mettre fin à ses jours. Vers 16h45, la victime fut ramenée sur la berge et transportée à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Selon le service des canaux de la ville de Paris, 34 cadavres furent repêchés dans les canaux de la région Île-de-France entre 2010 et 2013. Un habitant permanent du port de plaisance de Limay a même déclaré avoir vu passer 5 dans l'eau depuis son arrivée, il y a 20 ans. Nous dépassons l'île L'Aumône et longeons le stade nautique de Mantes-la-Jolie. On entend déjà les premiers supporters et les rameurs qui s'échauffent pour leur compétition d'aviron. Perché sur un duc d'Albe, un héron nous observe avant de prendre son envol en direction de l'île des Génouchés. La station d'épuration de Rosny-sur-Seine, dissimulée derrière les terrains en friche, se laisse deviner par l'odeur qu'elle disperse. Cette station occupe un terrain de 40 000 m² et plus de 500 mètres de berge. Comme les 2500 autres stations du bassin versant, elle est indispensable à la dépollution des eaux usées de la ville avant leur rejet dans le fleuve. Le 12 juin 2018, après plusieurs jours de pluie, la station d'épuration de Rosny-sur-Seine, surchargée, recevait l'autorisation de la police de l'eau pour bypasser. Cette station dépend de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise et traite les eaux usées de 13 communes, dont Mantes-la-Jolie et Méricourt. Ce jour-là, les réservoirs d'orage installés pour contenir les eaux excédentaires et éviter que la station ne déborde ne pouvaient plus recevoir le débit généré par les intempéries. Le seuil dépassé, les eaux excédentaires furent alors déversées directement dans la Seine sans avoir été traitées. La station d'épuration de Rosny est aussi exposée au risque d'inondation. Ces cuves en plein air sont assez hautes pour être maintenues hors d'eau, mais avec l'intensification des crues, elles menacent de contaminer le fleuve. En 2019, 44% des 1600 tonnes de boue générées par la station ont été envoyées en compostage, mais celles-ci continuent à être considérées comme des déchets. Avec la crise sanitaire, presque toutes les boues ont été incinérées. Une fois le château de Rosny-sur-Seine dépassé, nous arrivons au creux du méandre de Guernes. Une structure métallique apparaît peu à peu. C'est l'ancienne jardinerie de Florony, construite dans les années 1970, dont les 6000 m² de serre sont aujourd'hui en ruine. La végétation sauvage y reprend ses droits. Des ronces perforent le sol, des arbres transpercent la structure. Sur un mur, ou ce qu'il en reste, une main anonyme a griffonné ces quelques mots nostalgiques. Ici avait séjourné, pendant 32 ans et 11 mois et demi, Monique, secrétaire de direction. Le 30 novembre 2009, la jardinerie Florony fermait ses portes. Connue de tous les habitants de la région mantoise, et même des Parisiens de passage, la jardinerie comptait autrefois sur sa réputation inégalée. Mais celle-ci fut éclipsée par l'arrivée de l'enseigne Truffaut dans la zone commerciale de Buchelet en 2005, ainsi que par son manque d'adaptation au marché, au regret de son ancien directeur. Nous sommes désormais au barrage de Méricourt qui se dresse immense au milieu du fleuve. Le bruit de l'eau qui passe dans les turbines nous rappelle la puissance du courant. Pour franchir le barrage, nous nous dirigeons vers l'écluse, passage obligé d'une trentaine de minutes. Le barrage a été construit en 1879 suite à la loi Freycinet qui prévoyait de porter le tirant d'eau de la Seine entre Paris et Rouen à 3 mètres pour faciliter la navigation. Le barrage hydroélectrique prend sa forme actuelle imposante lors de sa rénovation en 1960. 3 écluses, dont une désaffectée, y sont accolées et permettent le passage de bateaux allant jusqu'à 185 mètres de long. Le 29 mai 2021, un bateau de croisière restait bloqué 24 heures dans l'écluse de Méricourt suite à une panne du système d'ouverture des portes Busquet liée aux travaux de rénovation en cours. Bouygues Travaux Publics, en charge du chantier, dut alors verser 60 000 € de pénalité à Voies navigables de France. Cet événement témoigne de l'importance du site pour le trafic national. 250 bateaux franchissent ainsi le barrage de Méricourt chaque semaine, ce qui représente 16 millions de tonnes de marchandises par an et 30% du trafic fluvial national.
Les marchandises transportées sont à 55% des minéraux bruts et matériaux de construction et à 21% des produits agricoles. De 2020 à 2024, les bajoyers doivent être renforcés, les sas allongés pour accueillir les plus gros gabarits européens, la porte levante rénovée et un nouveau local de commande construit sur la rive. Une partie des tâches est effectuée par des plongeurs spécialisés. Par équipe de 4, ils installent des coffrages, coulent du béton et effectuent des soudures sous l'eau, avec une visibilité variant de 20 cm à 1 cm par temps de crue. Le chantier, estimé à 92 millions d'euros, est cofinancé par VNF, la région Île-de-France, mais aussi l'Europe. Ces travaux de modernisation des infrastructures vont de pair avec leur automatisation. VNF développe aujourd'hui la téléconduite qui permettra aux agents de piloter plusieurs écluses depuis Andrézy. Une fois l'écluse passée, nous remettons les moteurs en marche. Les pelleteuses et tapis roulants sont déjà en activité dans la carrière de Sandrancourt. Des grues s'agitent sur la rive pour charger une barge de sable en direction de Paris. Depuis la loi du 19 juillet 1976, les carrières sont considérées comme des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui oblige les exploitants à les remettre en état une fois l'extraction achevée. Lorsqu'elles ne sont pas rendues à l'agriculture ou transformées en terrain de golf, les carrières sont converties en réserves naturelles ou en plans d'eau. Dans les années à venir, les carrières voisines, notamment celle de Guerville, doivent être remblayées avec des déchets inertes générés par le chantier du RER Éole et du Grand Paris Express. L'entreprise Lafarge prévoyait ainsi de déposer 1,5 million de tonnes de terre parisienne dans des anciennes carrières de freineuses. Mais les riverains se sont insurgés car ils étaient inquiets du risque de contamination de la nappe phréatique. Nous croisons ensuite des randonneurs matinaux qui rejoignent Véteuil par le bac depuis Mousseau-sur-Seine pour explorer le parc naturel régional du Vexin. À la Roche-Guyon, un bateau de croisière accoste sur les berges fraîchement aménagées, déversant une horde de touristes qui se pressent vers le château et son potager. Plus tard, ils s'assieront quelques minutes en terrasse avant de reprendre leur croisière vers Giverny, leur prochaine escale. Nous passons sous le pont de Bonnières-sur-Seine qui relie la ville à Bennecourt par la Grande Île. Par sa luxuriante végétation, elle contraste avec la berge artificialisée de Bonnières sur la rive gauche. C'est le premier pont que nous croisons depuis Mantes. Le prochain se trouve à Vernon. Le pont de la Roche-Guyon, démoli pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été reconstruit afin de préserver la boucle de Moisson. Le 9 juillet 2009, la promenade habituelle des habitants dans l'ancienne carrière de Moisson fut restreinte. 313 hectares venaient d'être classés réserve naturelle régionale et rachetés par l'Agence des espaces verts qui s'était chargée de les transformer pour préserver la biodiversité de la boucle. Le site est maintenu dans un état artificiel de steppe pour permettre la nidification de certaines espèces. Les oiseaux migrent ensuite jusqu'en Espagne ou en Afrique du Nord. Après la sanctuarisation du site, l'accès a été limité à une promenade périphérique, pédestre ou à vélo. Mais malgré les efforts des gestionnaires, les quelques spécimens de Dicnem criard sont toujours menacés par les quads et autres activités humaines invasives. Nous passons devant les vestiges de l'écluse désaffectée de Port-Villez, qui tient son nom de l'ancien bac la reliant à Limets-Villez. L'écluse, construite en 1874, a servi au passage des bateaux jusqu'à la déconstruction du barrage dans les années 1960. Ce qu'il en reste se dresse encore au milieu des eaux. Aujourd'hui, les épaves profitant des terre-pleins pour s'y amarrer nous renvoient à l'imaginaire d'un port fantôme. Les quelques bajoyers, toujours sur pied, surplombent une nappe de déchets bloqués dans leur course vers la mer. Le 1er janvier 2019, un règlement rendit obligatoire le recyclage des navires battant pavillon européen dans des sites agréés par l'Union européenne, dont 34 se trouvent en Europe, 6 en Turquie et 1 aux États-Unis. Mais de nombreux navires contournent cette réglementation en utilisant un pavillon de complaisance pour leur dernier voyage, équivalent maritime du paradis fiscal. Les épaves polluées de bateaux industriels européens sont alors envoyées en Inde dans des cimetières poubelles qui font scandale. Sur place, ils sont revendus pour 450 $ la tonne et sont démantelés dans d'affreuses conditions, tant pour les travailleurs que pour l'environnement. Désossés à même le sable, leurs déchets finissent emportés par la mer. Nous arrivons à Vernon et passons sous le pont Clémenceau,
sur lequel des quarts de visiteurs font la navette entre la gare et Giverny. La maison de Claude Monet est le deuxième site le plus touristique de Normandie, recevant 700 000 visiteurs annuels. Surplombant la rive droite, l'ancien laboratoire militaire de balistique a été récemment réhabilité en campus technologique, le campus de l'espace. Sur la rive gauche, les grues sont en action, modelant de nouveaux écoquartiers. Ce lieu de villégiature depuis le XVIIIe siècle, où les Parisiens venaient passer leurs vacances, semble en plein renouveau. L'ancienne papeterie et l'usine à chaussures Bata tombent en ruine, dans l'attente d'une réhabilitation future. À l'automne 2020, un nouveau quai de croisière était inauguré à Vernon. Jusqu'ici, l'installation du quai Caméré, situé à côté du pont Clémenceau, accueillait une vingtaine de bateaux par an, pour environ 580 escales, d'une durée moyenne de 12 heures. La nouvelle installation permet d'accueillir 3 bateaux supplémentaires, soit 6 en même temps, et de rendre la ville plus compétitive pour attirer les 80 000 croisiéristes annuels de la Seine. La durée moyenne des escales doit aussi être allongée, profitant ainsi aux commerçants de la ville. Cette dernière n'a pour l'instant pas eu son mot à dire sur l'horaire des visites, qui sont organisées entre 8 et 9 heures du matin, lorsque les croisiéristes n'ont pas la fièvre acheteuse, se désole Greg, propriétaire d'une épicerie normande. Nous quittons désormais Vernon et nous dirigeons vers Rouen puis Le Havre au niveau de son estuaire, où nous arriverons d'ici une quinzaine d'heures.